Donc, quand on répond c'est peut-être une migraine, les parents disent vous êtes sûr parce que dans la tête des gens, la migraine c'est une maladie des adultes, mais la migraine existe chez l'enfant. Donc la prévalence selon l'âge avant 10 ans 3-5%, vers 12 ans 8 à 10%, l'adolescence n'arrive jusqu'à 15%, et la prévalence devient de plus en plus élevée, surtout donc chez les filles après la puberté. Donc, on a la classification de la Société internationale des céphalées. Donc, on a ce qu'on appelle les céphalées primaires, avec la migraine, les céphalées de type tension, les céphalées de type cluster ou autres céphalées trigéminaux autonomes. Et puis, on a la liste donc des céphalées secondaires, donc toutes les maladies pratiquement qui touchent le cerveau. Et on a les névralgies, donc du nerf trijumeau. Donc, devant une céphalée, il faut se poser la question, est-ce que c'est une céphalée secondaire ou une céphalée primaire? Si c'est une céphalée secondaire, il faut éliminer une tumeur cérébrale ou un processus occupant de l'espace. Si c'est une céphalée primaire, c'est-à-dire on a éliminé une cause secondaire, est-ce que c'est une migraine? Est-ce que c'est une céphalée de tension? Et le plus souvent, est-ce que c'est pas une association des deux? Donc, rapidement, et pour s'orienter donc devant une céphalée aiguë, soit avec de la fièvre, c'est des infections du système nerveux. Sans fièvre, est-ce que c'est pas une hémorragie ou un pic hypertensif? Si c'est une céphalée récurrente, est-ce que c'est une migraine, céphalée de type tension ou une algie faciale de la face? Si c'est une céphalée chronique, soit qu'elle est localisée, soit qu'elle est généralisée. Localisée, donc c'est tout ce qui est à côté du cerveau, donc dysfonction temporomandibulaire ou autre chose. Si elle est généralisée, elle peut être progressive, et dans ce cas, il faut éliminer les tumeurs cérébrales, les malformations, les hématomes ou autre chose. Si elle est non progressive, donc il peut s'agir d'une céphalée chronique quotidienne, de céphalée de type tension ou de céphalée psychogène en tant que diagnostic d'élimination. Donc, dans ce type de pathologie, qu'on n'aime pas beaucoup, nous les médecins, parce que ça nous prend du temps, mais elle est primordiale pour le patient et surtout pour la famille. Il faut poser beaucoup de questions et c'est l'interrogatoire qui prend toute sa valeur. Donc, il faut évaluer la sévérité par la scolarité, le sommeil, les repas, les activités extrascolaires, le tempérament de l'enfant. Il y a des enfants qui sont très stressés et ça engendre énormément donc de crises de migraine ou autres, surtout de tension. Les antécédents personnels et familiaux, les équivalents migraineux qu'on va voir. Donc, le caractère de la douleur, est-ce qu'elle pulsatile ou non, sa majoration lors d'une activité physique, les signes fonctionnels accompagnants, les signes physiques, ce qui devient pâle, tout ça, on va le voir. L'évolution des crises avec ou sans traitement, le sommeil, c'est très important. Est-ce que son sommeil est réparateur ou pas? Et puis, l'ancienneté et le mode d'évolution dans le temps. Donc, les céphalées évoluant par crise, on va voir les facteurs favorisants ou déclenchants, l'horaire, les circonstances survenues, leur fréquence, les prodromes, les sièges de la douleur unilatérale, l'intensité et les types de crises. Est-ce que ce sont des grosses crises qui correspondent à la migraine ou des petites crises qui correspondent aux céphalées de tension? Donc, concernant la migraine, donc là, la physiopathologie, ça rejoint un peu la physiologie donc de l'épilepsie. Il y a une hyperexcitabilité neuronale par le même phénomène. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on peut utiliser ces traitements antiépileptiques pour prévenir ces crises de migraine. Donc, l'activation donc vasculaire donc va engendrer une activation du système du trijumeau qui touche les vaisseaux des fibres du nerf trijumeau et qui va conduire à la libération donc des neurotransmetteurs. Et ces substances vont donner une vasodilatation des vaisseaux méningés et une inflammation neurogène, donc la douleur. Et en plus, il y a une dysrégulation du tronc cérébral, ces ondes qui contrôlent les systèmes nociceptifs, le sommeil et la modulation des douleurs. Et puis, ces neurotransmetteurs
qui sont sécrétés, ils vont donner d'autres troubles, comme la sérotonine, qui va donner des troubles de comportement alimentaire et des troubles du sommeil, la dopamine qui explique les vomissements, les nausées et les potences orthostatiques, l'acétylcholine qui donne l'armoiement, la rhinorrhée, la noradrénaline, la tachycardie, transpiration et l'anxiété, et puis les prostaglandines qui expliquent l'inflammation. Donc les critères diagnostiques, chez l'enfant, il y a 2 critères. D'abord, les crises durent moins de 1 heure, alors que chez l'adulte, ils durent plus de 4 heures. Et puis, la céphalée, le plus souvent frontale et ou bilatérale, alors qu'elle est unilatérale chez l'adulte. Donc les facteurs déclenchants, donc on les voit défiler ici, mais généralement, donc l'enfant est pâle, quand il tourne la tête, il a mal, il ne supporte pas la lumière, il ne supporte pas les bruits, il a mal au ventre, d'accord? Et puis, il y a ce qu'on appelle l'aura, c'est le premier signe prédictif donc de la crise. Généralement, c'est surtout visuel, des troubles visuels. Donc, l'enfant commence à avoir des phosphènes, des petits points scintillants en couleur généralement. Pendant la migraine en noir et blanc, une vision des fois colorée, ne voit que du bleu, troubles sensitifs, surtout au niveau de la peau, et des fois des troubles auditifs. Donc là, les critères diagnostiques de migraine, il faut 5 critères parmi 7. Donc les 7 en bleu, si on a 5 parmi eux, donc on peut porter le diagnostic de migraine. D'abord, crise d'une durée de 1 heure à 48 heures, localisation bilatérale, pulsatile, l'intensité modérée ou sévère, aggravation par l'activité physique, nausée ou vomissement, photophobie ou phonophobie. Bien sûr, il faut exclure une maladie organique. Donc, pour cette céphalée de migraine, la majorité des enfants de plus de 10 ans perçoivent cette douleur comme une pesanteur, alors que chez l'adulte, c'est les pulsatiles. Et entre 6 mois et 4 ans, la migraine existe. Le diagnostic, généralement, est plus difficile. Donc, on a des symptômes peu spécifiques. Un nourrisson va être irritable, il peut vomir, douleur abdominale. Et seuls les 2/3 des enfants se plaignent de vrais maux de tête à cet âge. Donc, les caractéristiques cliniques, 50% des enfants pleurent, ils ont très très mal, soit 70% évaluent la douleur à maximale, 96% doivent rester allongés, les signes digestifs sont fréquents, la pâleur, les serres, la photophobie, donc le trouble de sommeil, et le sommeil peut réparer la douleur. Il y a des signes associés, ces enfants qui ont un mal de transport, c'est comme on dit, l'atopie, le bruxisme, le trouble de l'endormissement, les difficultés sociales, l'anxiété, la dépression et les céphalées de tension. Donc, vous voyez que c'est un terrain qui prédispose généralement à ces migraines. Donc, il y a d'autres syndromes récurrents qui sont des équivalents de migraine. Il y a ce qu'on appelle la crise de vertige paroxystique bénin, des enfants qui, pendant 2-3 jours, ils font des crises de vertige. On ne comprend pas pourquoi. Donc, en fait, c'est de la migraine. Les crises de migraine abdominale, douleur abdominale pendant 2-3 jours et régulièrement, de façon périodique généralement, ou des crises de vomissement cyclique. Et puis, il y a des formes particulières. Il y a la migraine hémiplégique. L'enfant va présenter donc un déficit de 3-4 jours, va disparaître. Migraine abdominale et migraine confusionnelle aiguë, avec de la confusion. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail, elles ne sont pas assez fréquentes. Les examens complémentaires, l'imagerie, donc on ne demande pas une IRM pour tout le monde. Les indications dépendent de l'âge de l'enfant. Si une céphalée aiguë devient récente et sans étiologie, si les douleurs augmentent en fréquence, s'il y a une modification des céphalées, si l'enfant présente des signes d'hypertension intracrânienne, anomalies cliniques, anomalies associées, torticolis ou épilepsie, ça va de soi, ou si l'enfant présente donc des antécédents particuliers, par exemple un enfant qui a une hydrocéphalie dérivée. Le G, donc généralement il n'y a pas d'indication, sauf si on suspecte une épilepsie occipitale qui se manifeste de la même façon que la migraine. Il faut toujours demander un examen ophtalmo, examen ORL, bilan biologique, ponction lombaire en cas de suspicion de méningite, thrombophlébite cérébrale qui est très très fréquente malheureusement, diagnostic différentiel. J'ai beaucoup d'enfants qui ont perdu la vie, qui viennent
Pour migraine, autre chose, en fait, c'est des thrombophlébites cérébrales. Donc, tout pédiatre doit apprendre à mesurer la pression intracrânienne au lit du malade. C'est un geste très, très facile qui rend énormément de services pour les enfants. Donc là, c'est le diagnostic différentiel entre l'épilepsie à pointe occipitale et la migraine. D'abord, il y a l'âge, la migraine au-delà de 10 ans, l'aura digestif, visuel, pardon. Donc, comme j'ai dit, l'épilepsie, c'est coloré, la migraine, c'est en blanc et noir, et puis il y a le G qui fait la différence. Donc, certains pièges, le siège peut se situer autour de l'œil ou de la narine, du nez, donc ça n'élimine pas une migraine. Les troubles de la vision, les troubles digestifs, les troubles vestibulaires, donc c'est toujours des diagnostics différentiels. Le pronostic, 62% des enfants donc ne vont plus avoir de migraine entre 13 ans et 19 ans, et les 2 tiers vont s'améliorer entre 15 et 20 ans. Donc là, la qualité de vie, c'est très très important. Il y a des enfants qui arrêtent leur activité extrascolaire, qui n'arrivent pas à suivre leur scolarité à cause donc des crises. Très important donc de faire ce score. Donc les céphalées de tension, donc c'est le 2e chapitre. Quand tu as mal à la tête, est-ce que la douleur t'oblige à arrêter tes activités? Non, jamais. Donc c'est une question clé pour faire la part entre les céphalées de tension et la migraine. Les douleurs sont moins intenses. Enfin, ils surviennent surtout en fin de journée. Elles sont favorisées par le stress et la fatigue. Le plus souvent, la douleur est bilatérale, non pulsatile et à type de pression. L'activité physique de routine donc ne majore pas la douleur, comme dans le cas de la migraine. La photo et la phonophobie et les signes digestifs sont absents. Et puis là, les petits moyens sont à privilégier, donc surtout donc le repos, les massages et la relaxation. Pour les céphalées chroniques quotidiens, donc ils affectent 2 à 4%, surtout des adolescents. On les voit pas chez l'enfant. Normalement, ils durent plus de 15 jours par mois depuis plus de 3 mois. Associé à une mauvaise qualité de vie, donc surtout le stress, le travail exagéré. Quand l'enfant est trop stressé, ils sont plus fréquents chez les adolescents et ils peuvent être associés à un abus médicamenteux ou à une trop grande consommation de caféine. Il faut rechercher une céphalée primitive pour l'éliminer. La transformation en céphalée quotidienne est souvent secondaire à un facteur déclenchant psychogène. Donc il y a des enfants qui ont une migraine et qui passent au stade donc de crise quotidienne, et la prise en charge principalement sur l'éducation des enfants et de leurs parents et sur les moyens non pharmacologiques. Donc une prise en charge psychologique est parfois recommandée. Donc les céphalées du trigymo sont des névralgies faciales, sont très très rares chez l'enfant. Les céphalées secondaires, donc généralement ils surviennent la nuit ou tôt le matin. Les vomissements sont très fréquents en G, avec des troubles de l'équilibre, de la maladresse, des troubles visuels, et surtout une diminution de l'acuité visuelle. Et généralement, ils sont augmentés par l'effort de l'atout. Donc, les études les plus fréquentes sont les processus, l'hydrocéphalie, les anomalies artério-veineuses, ce qu'on appelle les MARV, les méningites, et puis attention, je le répète, les thrombophlébites. Un enfant, ça fait 1 semaine, il avait un abcès dentaire ou une dent qui commence à faire des céphalées atroces, donc il faut mesurer la pression intracrânienne. Le plus souvent, c'est une thrombophlébite, c'est du sinus longitudinal. Donc là, c'est le diagnostic différentiel entre une tumeur cérébrale et une migraine. L'anamnèse tumeur cérébrale depuis 2 mois, alors la migraine depuis des années. Le type de douleur, en cas de tumeur, elle est continue, sourde, intense, véritable. Donc je ne vais pas répéter la migraine, je les ai déjà mentionnés. L'évolution de la douleur en cas de processus, elle est progressive. Localisation unilatérale, elle est constante. Les vomissements sont spontanés et sans nausée. Ils n'améliorent pas les céphalées. L'horaire des symptômes, le réveil le matin et le trouble neurologique, on les trouve, ils sont presque constants. Donc, prise en charge thérapeutique. Le traitement de fond, il est non pharmacologique le plus souvent, donc 90% des cas, on ne donne pas de médicaments ou de chimie. Il faut apprendre à ces enfants des méthodes psychocorporelles, une thérapie
cognitivo-comportementales comme la relaxation, l'hypnose, le biofeedback. Il y a plusieurs méta-analyses qui ont montré la supériorité donc de ces techniques, de ces manœuvres sur les molécules. Donc, pendant la crise, on donne donc des antalgiques, l'aspirine, le paracétamol, ibuprofène. Donc, voilà. Traitement, donc le repos au lit dans l'obscurité, le paracétamol, les antimigraineux. Donc, on a deux. On a dihydroergotamine et les triptans. Maintenant, les triptans, on peut les utiliser chez l'enfant parce qu'on a une solution nasale, donc voilà. Donc, soit par spray nasal, 10 mg ou 20 mg par jour. Donc, à partir de 12 ans, il y a certaines qui le donnent à partir de 6 ans. Et la forme orale, donc c'est pour les adolescents. Le traitement de fond donc est réservé aux crises fréquentes, plus de 3 par mois, et qui sont très invalidantes. Moi, sincèrement, j'ai beaucoup d'enfants traités par de l'avlocardite, ça donne de très très bons résultats. Et ça évite les effets secondaires, donc des triptans. Donc, on ne traite pas la crise elle-même, mais on traite donc la prévention surtout, réduit l'excitabilité neuronale et la vasodilatation qui est impliquée dans la migraine. On donne 1 à 3 mg par kilo par jour, en 2 à 3 prises. On peut commencer par des petites doses, des fois c'est très très efficace. Donc en conclusion, beaucoup d'enfants présentent une association entre migraine et céphalée de tension. La migraine n'est pas une maladie psychologique. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ont un diagnostic erroné, qui sont traités pour rien. Et le traitement de fond avec les méthodes non médicamenteuses sont les plus régulièrement efficaces.